Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvelle formation qui sera consacrée aujourd'hui à la SARL de famille. Vous avez été très nombreux à me solliciter pour que ce sujet, donc de la SARL de famille, soit abordé, soit évoqué sur cette chaîne de formation gratuite. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'aborder, mais n'étant pas spécialement expert de ce type de structure, eh bien j'ai décidé de m'entourer pour le coup de véritables experts en la matière, avec des compétences incontestables, qui vont bien évidemment se présenter dans quelques instants. Alors avant de laisser la parole à l'un des intervenants de cette formation, je précise simplement que vous aurez en description la méthode de récupération donc de l'e-book, du PDF de cette formation consacrée à la SARL de famille. E-book donc dont le sommaire est en train de défiler donc à l'écran et qui est donc constitué eh bien, de toutes les slides que vous allez pouvoir observer pendant cette formation. Voilà, sans plus attendre, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le docteur Rachid Abardi, qui, vous allez le voir, va grandement contribuer à la réalisation de cette formation et je vais le laisser se présenter. Bonjour Salva, merci de m'accueillir donc pour cette formation SARL de famille. Donc je me présente, Rachid Abardi, docteur en droit fiscal, diplômé à l'université de Rennes. Je suis également associé du cabinet Tech Expertise Comptable. Alors je suis passé par plusieurs expériences auparavant, notamment dans le cabinet de maître Henri Ovas. Et donc du coup, c'est vrai que l'optimisation fiscale fait partie aujourd'hui et depuis longtemps de ma formation, de mes principaux savoir-faire. Et donc pour parler très brièvement de notre cabinet, nous avons différents pôles et notamment un pôle spécialisé en investissement, notamment immobilier, et c'est à ce titre aujourd'hui que je vais vous parler de la SARL de famille. Très bien Rachid, eh bien, écoutez, on est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir bénéficier de vos compétences pour traiter de ce sujet et pour pouvoir réaliser cette formation. Alors ma première question, elle est toute naturelle, elle est très simple. Qu'est-ce qu'une SARL de famille? Alors, une SARL de famille, tout d'abord, c'est une société à responsabilité limitée, hein, comme une SARL classique en fait. Alors, ça recouvre certains avantages et inconvénients. Je dirais que la particularité de la SARL de famille, comme vous l'avez compris, c'est qu'elle est constituée d'associés issus d'une même famille, alors des parents, des enfants, grands-parents, frères et sœurs, conjoints, conjointes et même les partenaires liés par un PACS. Donc chacun des associés doit être lié aux autres par un lien de parenté direct ou collatéral, et ceci peut aller jusqu'au deuxième degré. Merci Rachid pour cette définition. Alors avant qu'on se concentre vraiment précisément sur la SARL de famille, j'aimerais qu'on aborde, justement dans le but de vraiment comprendre les spécificités de la SARL de famille, j'aimerais qu'on aborde la fiscalité d'une SARL classique. Alors, concernant l'imposition de cette société, elle est imposée de nature au régime fiscal de l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. On peut néanmoins choisir de la faire passer à l'IR, donc ça je vais le détailler un peu plus tard. Mais si on s'arrête au régime naturel, donc les règles qui sont applicables sont exactement les mêmes que celles des bénéfices industriels et commerciaux. Donc nous avons les charges déductibles du résultat. Si elles rentrent bien entendu dans l'intérêt de l'activité, donc vous allez pouvoir passer pas mal de charges, notamment des charges type vos forfaits téléphoniques, etc., etc. Bon. Et évidemment les déductions des provisions et des amortissements. Alors c'est une comptabilité d'engagement et nous sommes soumis au régime des plus-values professionnelles. Cependant, il y a des spécificités. Le déficit n'est pas imputable sur le revenu global des associés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on va le reporter plutôt donc sur les années suivantes, d'ailleurs en avant ou en arrière, dans le cadre du carryback. Donc ça veut dire que ça nous permet justement des choses très intéressantes puisque on va avoir un véritable contrôle sur la société, sur son imposition, et c'est généralement pour ça que
en tant que fiscaliste, on a tendance à privilégier l'impôt sur les sociétés plutôt que l'IR. Bien que dans certains cas, et c'est une histoire de calcul, l'IR peut s'avérer tout à fait intéressant. Voilà, donc ça concerne donc la fiscalité des SARL classiques. Maintenant, Rachid, qu'en est-il des options disponibles pour une SARL de famille? Une SARL de famille, là, c'est quand même un avantage non négligeable, c'est que si on souhaite effectivement se soumettre à l'impôt sur le revenu, nous n'avons pas de limitation de temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, si tant est que la situation s'y prête, parce que bien entendu, c'est le fruit de calculs qui vont déterminer si à un moment donné, l'intérêt du passage à l'IS n'est pas plus pertinent. Très bien, Rachid. Donc, pour résumer, une SARL classique, elle est de nature à l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, et elle peut, sur option, pendant une durée limitée à 5 ans, être à donc l'impôt sur les revenus à l'IR. Alors qu'une SARL de famille, elle peut donc évidemment être à l'impôt sur les sociétés, mais peut être sur une durée illimitée à l'impôt sur les revenus. Maintenant, on va voir quelles conditions la SARL de famille doit respecter pour pouvoir justement prétendre à entrer dans la catégorie des sociétés de personnes et pouvoir justement bénéficier du régime fiscal de l'IR. Donc en plus d'être constitué d'associés avec les liens familiaux qu'a évoqué Rachid précédemment, la SRL de famille, elle va devoir obligatoirement exercer une activité qui va être soit artisanale ou agricole, soit industrielle, soit commerciale. Et il faut savoir que la location meublée, eh bien, c'est par nature une activité commerciale, et c'est d'ailleurs précisé par le BOFIP, donc le bulletin officiel des finances publiques, et que par conséquent, une SARL de famille qui exercerait une telle activité eh bien, serait bien évidemment éligible à ce régime de l'IR. Et je précise également que les liens familiaux qui sont exigés pour pouvoir constituer eh bien, une SARL de famille excluent de fait la possibilité d'avoir une holding associée. Puisque la holding, étant une personne morale, eh bien, elle ne peut pas avoir de lien familial direct avec l'un des associés pour pouvoir constituer justement une SARL familiale. Si l'un des associés est une holding, eh bien, la conséquence, ce sera un basculement à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, vous entendrez peut-être des professionnels de la fiscalité qui vous indiqueront que c'est possible d'intégrer une holding dans une SARL de famille si la holding eh bien, n'est constituée que de membres de la famille des associés de la SARL de famille. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on ne vous dispense que nos certitudes et on s'appuie notamment sur l'article 239 bis AA du Code général des impôts. Un dernier point avant de rendre la parole à Rachid, la fiscalité des plus-values en SRL de famille à l'IR, eh bien c'est le régime des plus-values des particuliers. Maintenant qu'on a étudié les différentes conditions nécessaires pour pouvoir exploiter donc une SARL de famille à l'IR, voyons maintenant eh bien, comment on lève cette option à l'IR et quelles sont les conséquences. Eh bien, c'est une des conditions qui était nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce régime à l'IR, eh bien, venait à disparaître. Donc déjà, comment on opte pour l'IR? On va exercer cette option donc au moment de la création. Généralement, hein, on doit le notifier donc avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel on souhaite justement être placé sous ce régime. Alors l'option doit être souscrite bien entendu auprès du service des impôts dont relève la société dans le cadre de ces déclarations. L'accord de tous les associés est bien entendu nécessaire, hein, puisque on est en famille, donc il vaut mieux être d'accord, même si dans d'autres types de sociétés, on pourrait se dire qu'en tant que, par exemple, gérant majoritaire, on serait le seul capitaine du bateau. Là, c'est vrai que les SARL de famille, c'est un peu plus particulier. Toujours est-il que pour la société donc, qui serait nouvelle, il suffit de notifier ce choix au moment de l'acte de création. Et puis pour les autres sociétés, donc il faut le faire, comme je le disais, au niveau du centre des impôts et avant la date d'ouverture de l'exercice. La fin de l'option, donc, quant à elle, quand elle ne s'avère plus pertinente en tout cas, elle peut être le fait de différents événements.
je dirais. Donc l'arrivée dans le capital de la société d'une personne qui remettrait en cause le caractère familial, la transformation de cette société sous une autre forme de société, ou même l'abandon par la SARL de famille de son activité, par exemple industrielle, commerciale ou artisanale. Sachant que il faut faire très attention puisque l'option pour l'IS, elle est irrévocable en cas de renonciation notifiée à l'administration. Donc ce que vient de nous dire Rachid, eh bien, doit nous conduire à être particulièrement vigilant lorsqu'on crée une SARL de famille, vigilant aux conséquences d'évolution qui pourraient arriver pendant la vie de cette structure et qui pourraient remettre en cause le régime de l'IR. Je fais référence notamment à des événements familiaux, type par exemple divorce, qui exclurait du coup l'associé qui pouvait faire partie de la SARL famille parce qu'il était marié à l'un des membres. Et bien là, il serait fatalement exclu. De la même façon, dans le cas d'un décès, et bien, si les héritiers ne sont pas membres de la famille, et bien, la SARL perdrait son statut de SARL de famille et donc son option à l'IR, avec des conséquences fiscales assez importantes, notamment avec l'imposition immédiate des bénéfices qui seraient en cours et également des autres plus-values latentes en application des conséquences d'une cessation d'activité. Alors maintenant qu'on a étudié un petit peu le mode de fonctionnement d'une SARL de famille, avec notamment sa fiscalité, donc son régime à l'IR, on va maintenant étudier la fiscalité qui s'impose aux associés d'une SARL de famille. Alors, au niveau de l'imposition IR, il faut savoir que le régime fiscal des sociétés de personnes va s'appliquer. Donc, l'impôt à payer va dépendre de la proportion du droit à bénéfice. Là, il y a des petites manipulations à faire qui sont très intéressantes, notamment la Golden Share. Donc, qu'est-ce que la Golden Share? C'est une part préférentielle, à savoir que c'est une part, pour vous donner un exemple très concret, où l'on pourrait posséder par exemple 5% d'une société. Et cette part, ces 5%, nous conférerait par exemple 95% des droits de vote et des droits à bénéfice. Alors, quand je donne ces chiffres, j'exagère un peu, mais c'est pour schématiser. Et donc du coup, ça permettrait de créer en fait une diminution en termes d'imposition qui peut être très intéressante. Bien entendu, il faut que ce soit intéressant financièrement d'opérer ce type de manœuvre. Et ça s'opère sur des patrimoines qui commencent à grossir et à avoisiner le demi-million d'euros. Sinon, en dessous, quand c'est bien réparti avec un nombre d'associés suffisant, votre IR ne sera pas vraiment un handicap pour vous, donc ça ne vaut peut-être pas le coup de mettre ça en place directement. Donc concrètement, pour résumer, vous êtes associé d'une SARL de famille, vous êtes imposé individuellement en fonction de votre nombre de parts de la société. Maintenant, pour ceux qui ont des patrimoines assez conséquents, effectivement, comme vous l'a dit Rachid, il existe des stratégies qui sont vraiment à exercer en étant accompagné d'un professionnel type donc Golden Share qui peuvent justement vous permettre de revoir un petit peu la proportion d'imposition de chaque associé. Voilà, je vais relaisser la main à Rachid puisqu'il avait des éléments à repréciser et à rajouter. Concernant le bénéfice à l'IR, il ne faut pas oublier qu'il y a la possibilité pour l'État d'appliquer une majoration de 25%. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est adhérer à un centre de gestion agréé pour s'éviter justement cet écueil, ou bien le simple fait d'avoir une comptabilité qui est tenue par un expert comptable. Donc là, ça va nous permettre de faire une petite pub pour nous, ça mange pas de pain comme on dit, mais ça vous permet justement d'éviter cette majoration. Et ça vous permet d'éviter bien des soucis, puisque comme vous le savez, l'expert comptable est un professionnel du droit qui met sa responsabilité sur la table, comme on dit, donc ça vous enlève bien des soucis. Dernière précision sur l'IR, il faut savoir que si vous avez par la suite une activité libérale ou civile, de fait, la SARL ne sera plus sous le régime de la SARL de famille. Donc vraiment, il faut prendre soin de distinguer les différentes activités. Merci Rachid pour cette précision.
Effectivement, il y a un élément qui peut faire évoluer le régime fiscal de votre SARL de famille. Eh bien, c'est une évolution de la nature de l'activité qui est exercée. Et comme on l'a dit précédemment, une SARL de famille, pour qu'elle puisse opter pour le régime AIR, il faut qu'elle exerce une activité donc artisanale ou agricole, industrielle ou commerciale. Comme l'a dit Rachid, si votre SARL de famille souhaite exercer une activité libérale ou une activité civile, vous ne pourrez plus prétendre à ce régime de l'IR. Autrement dit, pour ceux qui souhaiteraient via une SARL de famille effectuer la location nue, ce ne sera pas possible, vous perdrez le bénéfice du régime de l'IR. Alors ma prochaine question, Rachid, est-il possible d'exercer une activité LMNP, donc de loueur meublé non professionnel, ou même de LMP, donc de loueur meublé professionnel, pour une SARL de famille à l'IR? Donc pour la SARL de famille qui souhaiterait s'engager dans du LMNP ou du LMP, il faut savoir que c'est tout à fait possible. On serait dans le cadre d'activités commerciales, donc on est tout à fait dans notre droit. Par contre, il faut avoir fait bien entendu les démarches que j'ai expliquées un petit peu plus tôt, à savoir notifier le passage à l'IR, que ce soit à la création ou avant le début d'un exercice comptable. Et bien entendu, se conformer aux exigences donc du statut IR, à savoir ne pas exercer d'activité qui nous emmènerait automatiquement sur l'IS, ou bien de perdre le caractère SARL de famille. Donc on va être comme dans une société en nom collectif, c'est-à-dire qu'on va être directement imposé à l'IR en tant qu'associé en proportion des parts sociales. Donc on n'aura pas d'autres impositions au niveau sociétal. On évite la double imposition IS plus IR qui rend la SARL transparente, comme l'est la SCI en location nue. Pour rappel, le régime réel en LMNP, c'est un dispositif fiscal qui est intéressant. Ça permet quand même de déduire l'intégralité des charges au réel et d'amortir comptablement une grande partie de la valeur du bien, sans voir bien entendu votre plus-value de cession augmenter. Donc c'est quelque chose qui s'avère très intéressant. C'est une niche fiscale qui, pour le LMNP, va avoir tendance à disparaître, puisqu'elle est quand même relativement intéressante, en tout cas quand c'est bien structuré. Et donc du coup, effectivement, il faut en profiter tant que ça existe encore. Donc concrètement, la SARL de famille va vous permettre d'exercer une activité donc de location meublée sans avoir l'obligation d'être à l'impôt sur les sociétés, comme c'est le cas par exemple pour une SCI. Hein, on l'avait abordé dans la formation SCI, donc qui est présente sur cette chaîne. Effectivement, une SCI qui serait à l'IR ne pourrait effectuer de location meublée si les recettes de cette location meublée dépassent 10% des recettes globales de la SCI à l'IR. Autrement dit, une SCI à l'IR, elle n'est vraiment pas adaptée pour une activité de location meublée, contrairement, on l'a vu, donc à une SARL de famille à l'IR. En sachant qu'on va bénéficier donc d'une niche fiscale concernant les plus-values de cession, en cas de revente du bien donc détenu par la SARL de famille, chaque associé verra sa plus-value taxée en proportion de ses parts sociales via le régime des plus-values des particuliers. Donc le calcul ne prendra pas en compte les amortissements comptables qui sont déduits tout au long de la location. Et ensuite, bien entendu, on a une facilité de transmission via le démembrement des parts sociales. On retrouve ça aussi en SCI, mais c'est vrai que là, transmettre des parts sociales démembrées à moindre coût sur une SARL de famille, ça peut avoir des effets très positifs. Et c'est évidemment possible en dehors de la SARL de famille, mais là, ça va avoir effectivement un petit avantage, un petit sucre particulier, c'est que on sépare la donation du montage fiscal. Donc si vous êtes investisseur individuel, la donation de la nue propriété va diminuer la base sur laquelle va être calculé les amortissements en LMNP. Alors que la donation ne modifie pas le calcul sur une SARL de famille.
puisque le patrimoine détenu par la SARL et les parts sociales sont séparés. Autrement dit, contrairement à un investisseur immobilier individuel qui souhaiterait réaliser une donation avec réserve d'usufruit, donc du bien immobilier qu'il possède et qu'il exploiterait en location meublée, et qui donc perdrait eh bien, la possibilité de poursuivre l'amortissement comptable et fiscal de la nue propriété puisqu'il l'aurait donc transmis, eh bien, en SARL de famille, hein, comme l'a dit Rachid, on va justement pouvoir continuer à poursuivre l'amortissement de l'intégralité de l'immeuble. C'est-à-dire que la SARL de famille, eh bien, elle va tout simplement pouvoir continuer de calculer son bénéfice comptable et fiscal après la déduction donc de l'amortissement de l'intégralité de l'immeuble. En fait, on considère que l'interposition d'une SARL de famille, eh bien, elle empêche justement que une donation donc d'un associé soit considérée comme une sortie d'éléments d'actifs qui, pour un statut LMNP, ne présenterait toutefois pas de risque de double imposition suite à la réponse ministérielle FRASA, mais qui, pour un statut LMP, donc loueur meublé professionnel, eh bien, serait un fait générateur d'une double imposition, notamment avec l'impôt sur les plus-values professionnelles. Donc, comme vous pouvez le constater, une SARL de famille, c'est une enveloppe juridique qui peut être parfaitement adaptée à un objectif d'optimisation de transmission de patrimoine, notamment quand ce patrimoine concerne des locations meublées. Alors, il existe toutefois une exception qui limite l'intérêt du recours à une SARL de famille pour procéder à la donation de parts de SARL. C'est lorsque le donateur, eh bien, il exerce au sein de la SARL de famille une profession. Alors, quand je dis profession, selon le CGI, donc le Code général des impôts, c'est en fait la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement d'actes nécessaires à l'activité de location meublée. Et donc, dans cette situation, en fait, c'est prévu par l'article 151 nonis du CGI, eh bien, en fait, on va subir en tant que donateur une double imposition lors de la donation. On va être soumis donc à la plus-value professionnelle, qui sera donc calculée sur l'augmentation de la valeur des parts entre le moment où on a créé la SARL de famille, donc avec une valeur nominale des parts de SARL de famille, et le moment où on effectue cette donation. Et je précise que cette plus-value professionnelle, elle peut être exonérée donc en application de l'article 151 septies du CGI dès lors que les conditions soient remplies, et notamment l'exercice professionnel de l'activité de location meublée pendant 5 années. Et donc l'autre imposition auquel on sera soumis, eh bien, ce sont les droits de mutation. Droits qui seront calculés en fait sur la valeur de la donation. Donc vous l'avez compris, la SARL de famille peut être un outil, on l'a dit, d'optimisation pour effectuer une transmission d'un patrimoine, notamment un patrimoine qui est exploité en location meublée. Toutefois, il convient d'être prudent, d'être vigilant si vous effectuez des montages de ce type, notamment à la notion d'abus de droit. Alors l'abus de droit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'abus de droit, c'est ce qui est généralement évoqué par l'administration fiscale et qui consiste en fait à sanctionner un contribuable qui irait au-delà des limites d'exercice d'un droit qui lui serait accordé. Autrement dit, c'est lorsque vous allez utiliser en fait une loi et que vous allez la détourner de sa finalité initiale pour votre profit. Alors concrètement, pour simplifier, jusqu'au 1er janvier 2020, l'administration fiscale, elle pouvait sanctionner un montage à la seule condition de démontrer que ce montage avait un but exclusivement fiscal. Mais depuis le 1er janvier 2020, il y a une notion de mini-abus de droit qui vient compléter le dispositif qui était existant et qui prévoit, selon l'article L64A du livre de procédure fiscale, eh bien, de pouvoir sanctionner les montages qui sont réalisés avec un but principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal. Autrement dit, ça offre à l'administration fiscale eh bien, une plus grande facilité pour remettre en cause certains montages. Et ça crée également une certaine forme d'insécurité pour un contribuable puisque, bien évidemment, la notion d'objectif principalement fiscal, elle est plutôt imprécise. Donc j'ai une question pour Rachid. Qu'est-ce que vous recommandez de faire pour justement éviter l'imprécision de cette notion de mini-abus de droit notamment ? Ce qu'il est recommandable de faire, c'est généralement de demander un rescrit fiscal concernant
votre situation. Ça vous permettra d'obtenir une réponse claire de l'administration et surtout incontestable. Donc ça veut dire que vous adressez à l'administration en fait le rescrit en expliquant le montage que vous souhaitez faire ou que vous avez déjà mis en place, notamment si vous comptez faire par exemple du quasi-usufruit, du démembrement, ou bien tout simplement vérifier les conséquences que vous auriez estimées et que l'administration, elle, va prendre finalement en compte dans le réel. Et du coup, ça vous permettra déjà d'éviter qu'on vous oppose effectivement le fait d'avoir voulu éluder la fiscalité. Et en plus de ça, ça permettra de sécuriser cette situation qui, somme toute, est très complexe. Donc c'est jamais un mal d'avoir recours au rescrit fiscal. Merci Rachid pour cette recommandation. Alors maintenant qu'on a abordé la fiscalité donc de la société SRL de famille, qu'on a abordé également la fiscalité liée donc aux associés et la possibilité d'avoir une activité de LMNP et de LMP, qu'on a précisé que l'imposition donc des associés qui seraient en LMNP ou en LMP se ferait individuellement, tout simplement selon votre statut. C'est-à-dire que si vous avez deux associés dans une SRL de famille, que l'un est LMNP, il sera imposé en tant que LMNP et l'autre, si l'autre associé il est LMP, il sera imposé en tant que tel. Maintenant, ma question, c'est comment on apprécie les seuils qui font justement basculer d'un statut de loueur meublé non professionnel à un statut de loueur meublé professionnel. Est-ce que la SRL de famille a un impact sur ces seuils? Concernant les seuils, Salva, donc il s'applique à chaque associé, donc le seuil de 23 000 € de recettes locatives annuelles. Et bien entendu, mais toujours pareil, ça doit représenter moins de 50% des revenus globaux du loueur. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement représenter un certain avantage, surtout si on a une famille nombreuse. Effectivement, le seuil de 23 000 €, il est pour le foyer fiscal. Autrement dit, si vous êtes par exemple deux frères dans une SRL de famille, votre seuil individuel, il est de 23 000 €. Autrement dit, vu que vous avez chacun 50% de la société donc SRL de famille, eh bien vous pourrez aller jusqu'au seuil de 46 000 € donc de recettes pour la SRL de famille avant d'envisager peut-être d'évoluer vers un statut LMP. Donc comme l'a dit Rachid, si vous êtes membre d'une famille nombreuse avec un foyer fiscal qui est bien évidemment différent, puisque je rappelle que les revenus pour ce seuil sont considérés pour le foyer fiscal. Donc si vous êtes, admettons, 4 frères, 5 frères, enfin, vous êtes une famille nombreuse avec différents membres et que vous avez donc chacun un foyer fiscal différent, eh bien effectivement ça va permettre à la SRL de famille de recevoir énormément de recettes locatives avant que c'est un impact sur votre statut de loueur individuel. En revanche, si on est dans le cas d'un couple, donc dans une SRL de famille, qui dit couple dit même foyer fiscal et par conséquent, le seuil de 23 000 € ne sera pas doublé. On va maintenant s'intéresser à la notion de déficit lorsque vous êtes donc dans une SRL de famille, au même titre que en LMNP ou en LMP. Eh bien, avec le jeu des amortissements et des déductions, vous pouvez vous retrouver en déficit comptable. Et on va donc étudier la façon dont s'imputent ces déficits lorsqu'on est en SRL de famille. Et pour cela, j'ai le plaisir de laisser la parole à Madame Fadwa Touzani, qui est présidente et gérante de la société Tech Expertise, qui est un cabinet d'expertise comptable. Si la SARL de famille est en déficit et qu'elle concerne une activité commerciale, telle que la location meublée, le déficit est déterminé selon le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. De la même façon qu'un loueur meublé qui ne passerait pas par une SARL de famille. Il faut savoir que dans une SARL de famille, on peut y retrouver des associés qui ont la qualification de loueur meublé non professionnel et d'autres associés qui ont la qualification de loueur meublé professionnel. Alors dans une SARL de famille, la qualification s'apprécie au niveau du foyer fiscal de chaque associé. Et c'est cette qualification-là qui va déterminer l'imputation justement de cette quote-part du déficit qui est attribuée à chacun des associés.
Donc si l'associé est qualifié de loueur meublé non professionnel, le déficit s'imputera sur les bénéfices de même nature pendant 10 ans. Si, d'un autre côté, si l'associé est qualifié de loueur meublé professionnel, le déficit s'imputera sur le revenu global. Merci Fadoua pour cette réponse parfaitement claire. Alors Fadoua, maintenant, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se passe la gérance d'une SARL de famille et plus précisément l'assujettissement aux cotisations sociales? Dans une SARL de famille, comme dans une SARL classique, le gérant est majoritaire, minoritaire ou égalitaire en fonction de la détention du capital. On distingue deux catégories avec des conséquences sociales bien différentes. Donc, dans un premier temps, on parle de la gérance majoritaire. Alors, pourquoi on parle de gérance majoritaire? C'est lorsqu'un gérant ou une gérante détiennent plus de la moitié du capital social, donc directement ou indirectement. Indirectement par le biais de son conjoint ou de son enfant mineur, parce qu'on prend en compte le foyer fiscal. On va prendre un exemple. C'est celui d'un couple qui individuellement détient 30% du capital social et qui, lorsque l'un des deux associés décide d'être gérant, le gérant est considéré comme majoritaire car nous prenons en compte le calcul du foyer fiscal, donc dans leur ensemble, donc du couple, 30% fois 2. Donc nous arrivons à une détention de capital de plus de la moitié du capital, soit 60%. Donc une gérance majoritaire. Ça, c'est le point important auquel il faut faire attention. Donc bien prendre en compte le conjoint, les enfants mineurs lorsqu'ils font partie des parts sociales. On peut être également gérant majoritaire dans le cadre d'un collège de gérants majoritaires. C'est lorsque les co-gérants détiennent ensemble plus de la moitié du capital social. Donc la conséquence sociale d'une gérance majoritaire, c'est qu'il est soumis aux charges sociales, au régime des indépendants, donc à la sécurité sociale des indépendants, qui s'appelait également RSI à l'époque, qu'il soit rémunéré ou non. Donc ça, c'est un point important. Donc, dès lors que le gérant est majoritaire, même s'il décide de ne pas prendre de rémunération, il sera soumis à un minimum forfaitaire de environ 1 200 €. Donc quoi qu'il arrive, vous payez des cotisations, même s'il n'y a pas de rémunération qui a été prise. À partir du moment où il y a une rémunération, donc c'est environ 40% de la rémunération, plus du résultat, de la quote-part du résultat, si le résultat est bénéficiaire. Donc 40% de la quote-part du résultat, plus 40% de la rémunération. Et s'il n'y a pas de rémunération, c'est un minimum forfaitaire de 1 200 €. Attention, point important, si vous avez déjà une autre activité, donc dans laquelle vous êtes associé dans une autre structure, une autre SARL, et dans laquelle vous êtes déjà soumis en tant que travailleur non salarié, donc au SSI, et que vous payez déjà des cotisations, que vous payez déjà ce minimum forfaitaire parce que vous ne prenez pas également de rémunération dans l'autre structure, vous ne paierez pas 2 fois le minimum forfaitaire. Le minimum forfaitaire, c'est propre à vos revenus, à vous en tant que personne physique, donc vous n'aurez pas de minimum forfaitaire si vous l'avez déjà payé une fois. Par contre, au moment où vous aurez un résultat dans la SARL de famille et que vous prenez également une rémunération dans l'autre structure, alors ça va être cumulé. Donc il y aura 40% sur les revenus globaux. Deuxième catégorie. Donc là, on nous a vu la première catégorie, gérant majoritaire, rémunéré ou pas, il y a un minimum de cotisation sociale, donc 1 200 €. Donc la deuxième catégorie, c'est le gérant minoritaire ou égalitaire qui ont la même conséquence sociale. Donc eux sont soumis au régime général de la sécurité sociale. Donc ils sont considérés comme des assimilés salariés. Alors ils sont soumis au régime général de la sécurité sociale et payent des cotisations que s'ils perçoivent une rémunération. Donc à l'absence de rémunération, il n'y a pas de cotisation sociale. Elle est là la grande différence avec la gérance majoritaire. Au niveau des cotisations, c'est qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de cotisation. Ok ? Si vous ne souhaitez pas avoir affaire au SSI et que vous ne percevez pas de rémunération comme la plupart de nos clients qui ne veulent pas avoir affaire à l'ex-RSI, privilégiez la gérance minoritaire ou égalitaire. Attention à faire attention au foyer fiscal ou au collège de gérance, ou peut-être privilégier, ce qui est beaucoup moins conseillé, d'externaliser la gérance.
Merci à nouveau Fadoua pour cette réponse particulièrement claire et précise. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait être en statut LMNP et si vous êtes gérant majoritaire, eh bien être soumis aux cotisations SSI. Alors c'est vrai que bien souvent, dès qu'on aborde la notion de cotisation sociale, eh bien, ça fait peur aux investisseurs. Donc en plus de ce que nous a dit Fadoua, donc, sur les moyens de les éviter, Rachid, qu'est-ce que tu peux rajouter comme stratégie pour également s'éviter ces cotisations sociales? Si vous ne voulez pas avoir affaire au RSI, une solution, c'est d'être donc toujours via cette fameuse Golden Share, être associé donc non gérant ou gérant minoritaire ou bien égalitaire, et d'être rémunéré, car les rémunérations sont soumises aux cotisations du régime général. Alors bien entendu, il n'y a pas d'assurance chômage pour les gérants, mais ça permet effectivement d'éluder une belle partie du RSI. Donc ça peut là aussi rendre service. Merci Rachid pour cet élément. Alors je rappelle simplement que la rémunération du gérant va être tout simplement fixée librement par les associés. Elle pourra être évidemment modifiée à tout moment par un simple vote en assemblée générale ou encore par une décision unanime des associés. Maintenant, sachez que la fonction de gérant, elle peut tout à fait être exercée de manière bénévole. Et c'est d'ailleurs souvent le cas lorsque la société démarre son activité. Et enfin, pour conclure sur la rémunération du gérant, donc de la SRL de famille, sachez que cette rémunération du gérant associé ne sera pas déductible du résultat comptable de la SRL de famille, contrairement à une SCI à l'IS par exemple, où là, la rémunération du gérant associé sera déductible du résultat fiscal. En termes de responsabilité maintenant, il faut savoir que la responsabilité du gérant, tant qu'il agit dans le cadre des fonctions et dans l'intérêt de la société, eh bien, il ne pourra pas être personnellement tenu comme responsable des dommages éventuels. Ce sera la société qui sera responsable. En revanche, le gérant il pourra être personnellement condamné à indemniser les associés ou encore la société si eh bien, il commet une faute de gestion ou encore si il agit en violation de la loi ou des statuts. Concernant maintenant eh bien, les formalités de création d'une SARL de famille, évidemment, je vous invite à consulter un professionnel, notamment le cabinet Tech Expertise, mais concrètement, il va falloir passer par plusieurs étapes. Évidemment, la rédaction des statuts. Ensuite, la publication d'une annonce légale. Vous aurez également à immatriculer en fait votre société au greffe du tribunal de commerce. Et enfin, parfois, il y a également des formalités additionnelles pour les activités qui sont réglementées. Je m'adresse maintenant à Fadoua pour connaître le coût d'une création de SARL de famille au sein de son cabinet d'expertise comptable, ainsi que les services qui sont proposés. Au sein du cabinet, nous proposons avant tout un accompagnement personnalisé. Ainsi, les honoraires varient en fonction des caractéristiques propres au projet, notamment le nombre d'associés, le nombre de biens mis en location, le statut des associés et bien d'autres. Pour avoir une idée, la création est facturée à partir de 500 € hors taxes et l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales à partir de 50 € hors taxes par mois, soit 600 € hors taxes annuellement. Merci pour ces indications. On mettra bien évidemment en description les moyens de contacter donc, le docteur Rachid Abardi ou encore donc, Madame Fadoua Touzani. Avant de conclure, je crois qu'il est important, avec toutes les informations qu'on a données, de faire une synthèse eh bien, des avantages liés donc, à une SARL de famille et de la même façon d'évoquer également les limites et les inconvénients de ce type de structure. Donc on va commencer par les avantages. Un des premiers avantages, alors qui peut également être un inconvénient, vous allez voir, ça va dépendre de votre tranche marginale d'imposition, mais comme on l'a dit, sur une SARL de famille à l'IR, vous allez donc être imposé en tant qu'associé individuellement selon votre TMI. Autrement dit, si vous avez une faible TMI, eh bien ça va présenter un avantage, contrairement par exemple à une SCI à l'IS, où là, quel que soit votre TMI, vous serez imposé à l'IS, donc avec un taux réduit donc à 15%
dans la limite des 38 120 premiers euros de bénéfices. Puis ensuite, pour percevoir les fonds à titre personnel, eh bien, vous devrez acquitter également la flat tax à 30% ou opter pour le barème progressif de l'impôt. Autre avantage, notamment pour les associés qui sont non professionnels, eh bien, c'est de pouvoir justement bénéficier du régime des plus-values des particuliers. Et ce, malgré les amortissements qui seront effectués sur le ou les biens tous les ans. Autrement dit, vous allez pouvoir bénéficier d'une imposition plutôt faible, donc due aux amortissements pendant la durée des détention. Et contrairement à une SCI à l'IS, eh bien, cette fiscalité sera également confortable, on va dire, à la sortie. Autre avantage, et on l'a vu tout à l'heure avec Rachid, eh bien, c'est de pouvoir bénéficier, lorsque vous allez effectuer une donation ou une transmission de parts sociales, de pouvoir bénéficier, dans certains cas, d'exonération de plus-value de ces parts sociales. La SARL de famille vous permet également de pouvoir acheter à plusieurs et donc de pouvoir éventuellement acquérir des biens que vous n'auriez pas pu acquérir seul, tout en évitant le régime particulier et assez rigide de l'indivision. Autre avantage, on l'a vu, si vous cumulez dans la société des associés qui ont des foyers fiscaux différents, eh bien, cela va vous permettre de pouvoir multiplier en quelque sorte le seuil qui permet de devenir LMP, donc de multiplier par le nombre de foyers fiscaux qui existent au sein de la SARL de famille. On va maintenant évoquer les limites et les inconvénients de ce type de structure. Alors on l'a dit, contrairement à une SCI à l'IS, la rémunération du gérant associé, elle n'est pas déductible. Ce qui était tout à l'heure un avantage avec une TMI, donc une tranche marginale d'imposition faible, effectivement, ça peut devenir un inconvénient assez rapidement si vous avez une forte TMI. Effectivement, si vous avez une TMI à 45% et si on ajoute les prélèvements sociaux, eh bien, effectivement, là, la fiscalité sera très lourde et très impactante. Autre inconvénient en SARL de famille, c'est qu'il va falloir distinguer les cash flows réels des bénéfices. Et donc, il faudra limiter les distributions puisque le bénéfice distribuable, eh bien, il sera diminué par l'amortissement du bien. Concrètement, ça pourrait vous amener à être imposable sur un bénéfice que vous ne pourrez pas vous distribuer parce que en situation de déficit comptable. Et je le répète, il est tout à fait possible pour une société de dégager de la trésorerie, mais de ne pas avoir de résultat fiscal, notamment en raison des amortissements. Autre inconvénient, on l'a vu pour la constitution d'une SARL de famille, il y a des liens familiaux qui sont obligatoires. On est donc clairement sur un manque de souplesse sur la qualité des associés. Et on l'a vu avec des événements familiaux qui pourraient intervenir pendant la vie de la SARL de famille, eh bien, ça aurait des conséquences sur la société qui seraient amenées soit à basculer à l'impôt sur les sociétés, ou soit qui obligerait à modifier la composition du capital avec forcément, dans certains cas, des difficultés, notamment si on est dans le cas d'un divorce entre époux, il faudra gérer une cession de parts et c'est rarement facile à effectuer. Autre inconvénient, et on l'a vu notamment avec Fadwa, il y a la notion de cotisation sociale qui est à prendre en compte lorsqu'on évoque la gérance de la SARL de famille, notamment pour un gérant qui serait majoritaire. Et même si ceux ou ces gérants ne sont pas professionnels ou même s'ils ne sont pas rémunérés. Une autre limite de la SARL de famille, on l'a évoqué en début de formation, si la nature de l'activité exercée par la SARL de famille n'est pas agricole, artisanale, industrielle ou commerciale, et donc si elle est par exemple civile, eh bien vous perdrez le bénéfice du régime de l'IR. Autrement dit, si vous souhaitez mixer des locations meublées avec des locations nues, eh bien vous perdrez le bénéfice du régime de l'IR. On l'a également évoqué en début de formation, vous ne pouvez pas, dans le cadre d'une SARL de famille, être associé à une holding. Ce qui veut dire que tout ce qui est montage avec holding, eh bien, ce sera forcément exclu. Et enfin, pour en terminer avec les inconvénients, il faut savoir qu'en cas de liquidation ou de dissolution, eh bien, vous aurez à acquitter un droit de partage ou un droit d'enregistrement de 2,5%. Frais qui seraient évidemment à ajouter aux frais d'insertion dans un journal d'annonce légale. Alors j'ajoute qu'en termes de financement, bien souvent, la notion de SARL de famille, elle n'est pas spécialement bien maîtrisée par les banques.
Ce qui veut dire qu'elles vont probablement être assez réticentes pour vous octroyer un prêt lorsque vous allez emprunter via ce type de structure. D'où l'importance de bien choisir un partenaire bancaire qui justement connaît ce type de structure. Alors c'est vrai que dans cette synthèse, il y a eu souvent une comparaison qui a été faite entre la SCI et la SARL. Alors sachez que juridiquement, il est possible de basculer d'une SCI vers une SARL et inversement. Donc je vais laisser maintenant le docteur Rachid Abardi nous indiquer ce que lui il pense de la SARL de famille comme montage, comme structure pour justement exercer de la location meublée. Ce que l'on peut se poser comme question, c'est finalement de se dire, est-ce que la SARL de famille, quand on veut faire du meublé, elle n'est pas finalement génératrice de beaucoup de complications, beaucoup de complexité par rapport aux intérêts qui en découlent. Ça, c'est vrai que c'est une question même au sein de la profession que beaucoup se posent. D'autres vont préférer des méthodes, comme je vous disais, effectivement plus simples, parce que ça fait quand même une sacrée usine à gaz pour potentiellement s'éviter de l'impôt. Et en plus, dans la plupart des cas, c'est malheureusement mal structuré. Et donc, du coup, on se retrouve quand même à la double imposition. Donc, vraiment méfiance sur ces types de régimes. À mon sens, il vaut mieux ne pas mettre la SARL de famille en interposition. Mais bon, c'est comme tout, ça se discute. Effectivement, je partage l'avis du docteur Rachid Abardi, même si évidemment je n'ai pas son expertise. Selon moi, la SARL de famille, elle peut être pertinente dans certains cas, mais il va falloir qu'elle corresponde véritablement à des objectifs précis des associés. Mais il est vrai également que dans certains cas, cette structure va vraiment correspondre idéalement aux besoins de certains associés. C'est la raison pour laquelle il est parfois judicieux de prendre connaissance des différents types de structures et de leurs spécificités pour connaître en fait tous les choix qui vous sont proposés pour pouvoir investir et développer votre patrimoine immobilier. Toujours en gardant en tête la notion de transmission. Voilà, je souhaiterais vraiment remercier le docteur Rachid Abardi ainsi que Madame Fadwa Touzani pour leur aide bien évidemment à réaliser cette formation, ainsi que leurs interventions sur cette vidéo. Comme le veut la tradition, je vais laisser la conclusion à l'intervenant de cette vidéo, à savoir le docteur Rachid Abardi. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'excellents investissements. À très bientôt. Pour terminer, je tiens à remercier Salva de nous avoir fait confiance et fait participer à cette formation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos familles et bien entendu de vos investissements. À très bientôt.